j'ai un invité spécial, Philippe Rivière. Vous le connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Salut Philippe. Salut Asma. Trop cool. Bah, à la maison. Je suis fière là, qu'il soit là. Yes. Comment tu vas? Écoute, ça va assez bien émotionnellement dans ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux, donc c'est de mieux en mieux, ouais. Bah écoute Philippe, tu connais là mon concept maintenant, le Kintsugi People. Ça fait un moment que je t'en parle. Voilà, donc je suis très très contente que tu puisses venir pour la première. En fait, il faut savoir que c'est la première émission de Kintsugi People. Ah ouais. Et voilà, le premier invité c'est Philippe. Donc ça me tenait vraiment à cœur que ça soit toi le premier. Ah, pour le coup, je prends. Ouais. Donc tout simplement, Philippe, dis-nous qui tu es. Alors moi, effectivement, Philippe Rivière, je suis un grimpeur professionnel, accessoirement maintenant en reconversion photographique, mais dans les grandes lignes, je suis le pionnier de l'escalade handi au niveau des fédérations nationales et internationales. Si tu veux, à force de faire de la compétition avec des valides, ben, ça me saoulait et mon ego en prenait un coup à chaque fois de terminer dernier. Et je me suis dit, c'est marrant, l'escalade elle m'a apporté beaucoup de choses et j'ai envie de rendre un peu le cadeau qu'on m'a offert aussi, avec, on va dire, l'acceptation, l'inclusion on va dire, du handicap dans le sport. Et j'ai milité pour qu'il y ait une catégorie supplémentaire sur les championnats du monde et les coupes du monde. Chose faite 15 ans après, et voilà, donc je suis heureux d'avoir participé à l'évolution de l'escalade sportive. Qui était Philippe enfant? Ouh là là là. Alors déjà Philippe enfant, il est né sans ses parents biologiques, qui l'ont laissé gentiment à l'orphelinat à la DAS, foyer de l'enfance en Martinique, à Fort-de-France. J'ai passé les 4 premières années de ma vie entre les hôpitaux, la famille pseudo d'accueil et le foyer de l'enfance. Donc pour réparer mes bras et mes mains qui étaient la partie la plus visible de mon handicap, alors je vais essayer de faire un raccourci de ce que c'était. Donc c'était diagnostiqué Rubinstein-Tébis, c'est un syndrome. Je ne saurais pas le redire. Moi non plus. T'as vu, des fois je bafouille avec ce mot. Donc grosso modo, ça s'apparentait de la trisomie. Et en fait, ce que je saurais bien plus tard dans mes années, c'est qu'en fait c'est juste un accident de vie. C'est-à-dire que ma mère prenait des médicaments contre le stress, et donc il y avait moins de liquide amniotique dans le ventre, et du coup moins d'espace, donc mes membres supérieurs et inférieurs ne se sont pas développés comme la normale, j'ai envie de dire. Et du coup, ben voilà, donc 4 ans en Martinique, et après j'étais adopté en France, en métropole. Il n'empêche qu'après j'ai refait quelques années un petit peu par intermittence dans les hôpitaux, donc pour corriger mes mains. Et puis voilà, et puis je pense que j'étais un enfant assez turbulent et à qui on pouvait pas raconter des bêtises à l'âge de 4 ans et demi. Ah, voilà. On pouvait pas mentir. Ben, on pouvait pas mentir à partir du moment où je suis arrivé à Orly en 81, donc 4 ans et demi, avec l'assistante sociale qui me présente mes nouveaux parents, alors que sur le papier j'ai pas de parents, donc forcément j'avais déjà compris. j'avais compris que c'est monsieur et madame qui étaient blanches et c'était pas mes parents, donc pour moi je l'ai vécu comme un mensonge, mais et là une petite question, parce que par rapport à ça et que c'est très pertinent, alors pour toi, pour les enfants, on ne devrait pas leur mentir en fait. Quand ils sont petits, voilà, s'ils sont adoptés, on devrait leur dire tout de suite. C'est un parti pris, ouais, j'ai la chance d'être arrivé tard, donc 4 ans et demi, d'avoir conscience de ce qui se passait autour de moi. Mais après, un enfant qui est 6-7 mois, il faut lui laisser le temps de vivre, mais je te rejoins, oui. Quand on adopte des enfants, on fait pas n'importe quoi, et surtout, même quand on a ses propres enfants, on essaie de respecter un petit peu ce que nous voulons tous, c'est l'amour, être aimé et aimer. La bienveillance. Voilà, de la bienveillance, donc forcément. Et donc du coup, alors, est-ce que c'était un enfant qui avait des rêves? Alors, je sais pas, il y a des choses qui sont peut-être intuitives. Je sais pas, peut-être que parce qu'on était nombreux dans la famille, on était 7, donc on s'occupait, on avait un grand jardin, on pouvait jouer, donc actifs. Et c'est vrai que nos parents adoptifs nous ont quand même
inculquer cette valeur sportive, même si même eux ne pratiquaient pas un sport, mais en tout cas plus pour lâcher ces énergies de la frustration de l'école et de s'exercer soit au niveau du scoutisme. Moi j'ai fait, je sais pas, quand j'étais au primaire, je faisais du tennis de table, je faisais beaucoup de courses à pied avec mon frère, donc c'était cool. Donc je pense que ça a été naturel pour moi le sport pour m'identifier. Et là, en fait, quand même, hein, c'est pas n'importe quel sport. L'escalade, c'est. Alors, moi, je dis, il y a des sports résilients. Après, tous les sports, c'est Ouais. des sports résilients en réalité. Mais l'escalade, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dans l'escalade. Moi, je trouve que c'est très puissant, en fait, l'escalade. De choisir l'escalade, de vouloir faire de l'escalade, c'est pas anodin. Alors, pour appuyer ce que tu dis, effectivement, le sport a été mon mode de communication pour entrer par exemple à l'école, en primaire ou au lycée. Quand tu as les copains, les copines qui te regardent de haut en bas, ils se disent oula, il y a un chelou dans la classe. Mais sans ça soit forcément un jugement, je peux comprendre l'appréhension, avec le temps, je peux le comprendre. Et que dès le premier cours de sport, hop, je mettais tout le monde à l'amende, et du coup, j'étais le pote des garçons, et du coup, hop, Philippe, yo, c'est comme tout le monde, quoi. Je pense que c'est jamais vraiment venu dans la bouche de mes camarades de dire t'es comme nous maintenant, vas-y, welcome. Mais en tout cas, ça s'est fait naturellement. Et, euh, et c'est vrai que l'escalade, ça m'est venu un peu par accident. Alors, je raconte dans toutes mes interviews qu'effectivement, je suis allé dans un club de vélo et le directeur, sans prendre de pincettes, m'a dit je ne veux pas d'handicapés dans mon club. Oh. Donc je suis quand même à l'âge de 15-16 ans, tu prends c'est une double tarte, revers, coup droit. Ouais, là, je t'avoue que c'était la première fois que j'entendais le mot, verbalement, même si je suis pas débile, je connaissais le mot dans le dictionnaire. Mais ouais, ça m'a mis remise en question. Et là, pour le coup, l'escalade, c'était un sport qui, justement, parce qu'il n'était pas aussi facile, sans minimiser les autres sports, hein, courir, faire du judo, ça devient assez basique, mais là, l'escalade, c'est tout un paradoxe de nos vies. On joue avec la mort, alors que j'ai envie de vivre. Moi, mon envie, c'est de vivre. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Et puis, envie de dire, je vais faire un truc que peut-être beaucoup peuvent pas. Moi, je vais le faire. Alors, je m'en suis aperçu vachement plus tard de cet état que effectivement j'ai pas de force dans mes avant-bras, donc ma force physique représente 20% de ta force, grosso modo. Donc je vais te faire l'exemple. Je touche la main d'Asmania, mec. Bon, je vais t'en prendre que trois. Tellement qu'elle a impressionné, le mec qui glisse. Ça, c'est ma force. D'accord. Force et ma force gauche. Tu sens qu'il y a un peu plus de force parce que je suis bouché. Donc, je vais en revenir un peu à du technique. Ce qui s'est passé, donc, quand j'étais petit, donc la malformation, les mains revenaient vers l'intérieur du corps. Et du coup, les médecins, ils voulaient remettre droit les poignets. Et en fait, à chaque fois, ça revenait. Donc, ils les ont fixés. Donc, en les fléchisseurs et les extenseurs ont été atténués, donc ils me servent pour attraper des objets, ce qu'on appelle la préhension crabe. Donc pour moi, j'ai utilisé tout mon corps, tout le reste de mon corps. Et comme je suis un petit peu martiniquais, je sais un peu jouer avec mes hanches. Tu sais zouker, quoi. Voilà, tu sais, l'escalade, c'est une chorégraphie. Ah, je sais, c'est une danse. Ouais. Donc je me suis mis dans l'adversité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Pourquoi, puisque je suis si fort dans les autres sports, pourquoi je suis pas si fort dans l'escalade? En fait, je serais fort dans mon niveau, avec mon handicap, et comme tu l'as très bien soulevé, je pense qu'il y a le commun des mortels ne peut pas faire l'escalade. Il y en a qui ont encore le vertige ou des peurs. Des peurs. En fait, ça limite les peurs. Et là, tu peux dire que c'est à partir de là, enfin, est-ce que c'est, bon, au fur et à mesure que tu as fait des championnats, tu as gagné des titres, est-ce que la résilience, ça s'est mis là, en place? Plein de choses. Je pense que tu réponds toute seule à la question, mais forcément, la résilience de reconnaître mon corps que ce handicap, que peut-être dans le futur, et ça sera plutôt un atout, mais pour le moment, je ne le sais pas encore. Pour le moment, quand je suis adolescent, enfant, c'est qui je suis. Qui suis-je? Quel va être mon avenir? Mais je savais déjà que, effectivement,
à 4 ans et demi, j'allais pas rester longtemps dans la famille d'accueil où j'étais et que j'allais vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors c'est assez simpliste, mais en tout cas, j'ai jamais voulu prendre une direction que tout le monde prend. J'aimerais bien que tu nous en parles de ça justement. Tu sais, souvent, voilà, on parle de résilience, mais qu'est-ce que la résilience? Et moi finalement, enfin par mon parcours, vraiment par expérience personnelle, de ce que j'ai, voilà, moi aussi j'ai ma petite histoire, et je me rends compte au final que en fait, la résilience, elle se fait chaque matin. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, c'est tous les jours, il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour garder sa résilience. En fait, c'est pas en une fois, c'est toute une vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ben, tout à fait, je pourrais prendre plusieurs anecdotes pour argumenter ton idée. Euh, donc je t'ai parlé de sport, l'intégration dans les classes d'école, au même titre que je faisais des petits crosses avec mon frère dans le village alentour. Et mon frère m'avait dit à l'époque, j'étais en minime, donc en minime on a 13-14 ans, il me dit, t'inquiète pas, ils sont peut-être tous plus grands que toi, mais si je vais te donner un conseil, si tu t'arrêtes, tu repars plus. Je pense que cette phrase, elle m'est restée dans ma tête, c'est je vais pas lâcher le morceau tant que je vais pas y arriver. La seule personne avec qui j'en voudrais si je réalise pas certaines choses, bon, il y a l'aspect pas de chance, c'est pas le moment, économique, quoi qu'on en veuille, mais il y a que moi que je pourrais reprocher. Je serais le seul coupable de me pas dit ben vas-y, bats-toi, car là tu es à 500 mètres de l'arrivée, si tu t'arrêtes maintenant parce que tu as le point de côté ou tu as les jambes lourdes, ben, tu vas pas y arriver. Et encore même pire, j'avais fait un cross et j'étais sur la dernière ligne droite, j'étais dans le milieu, hein, et j'arrive presque à 200 mètres de l'arrivée, et là il y a un père qui saute les barrières, il attrape sa fille, et il court devant moi avec sa fille pour qu'elle arrive devant moi à l'arrivée. Surréaliste. Et là, j'ai réalisé pour le coup, dans la souffrance, j'ai arrivé à prendre les oranges et tout, je vois le papa et je dis, pourquoi vous avez pris votre fille dans... Il m'a dit, il fallait pas que tu la gagnes. Sous-entendu, pour moi, à mon âge, c'est sous-entendu, c'est pas un handicapé qui va la dépasser, quoi. Et là, d'un coup, j'ai compris qu'effectivement, et c'est ce qui fera mon parcours plus tard, c'est cette résilience. Et là, aujourd'hui, je fais de la photo, j'ai un objectif, c'est d'y arriver. Ah ouais, Si on va en parler. si j'y arrive pas, c'est pas. En escalade, c'est pareil. On a toujours des situations qui, et des fois, il faut pas réfléchir. Et si le dixième de seconde, tu as un peu trop pensé, parce que si je fais pas ce mouvement, ah ouais, mais si je fais pas ce mouvement, le point de chute, il est plus bas, je vais me faire mal, je vais... La liste, tu t'inventes des films. Quand il fait 50 degrés dehors ou qu'il y a un petit peu de pluie, il y a l'orange qui gronde, tu vois pas ton assureur en bas, à un moment donné, il faut prendre une décision. On fait ou on fait pas le mouvement. Si je fais pas le mouvement, je saurais pas si je sais le faire. Par contre, si je le fais, j'y mets toute l'intention, tac, j'attrape le mouvement, ah, encore un autre mouvement, et j'arrive au relais, à la chaîne, en haut de la voie, et waouh, ah ouais, mais moi je pensais que j'y arriverais pas. Justement, la première chose qui m'est arrivée en pratiquant l'escalade, je pensais que je n'étais pas capable d'attraper les deux brins de corde pour descendre par moi-même. On appelle ça le rappel. Parce que, je sais pas, parce que comme je voyais mes mains, elles étaient tordues et tout, je me dis, c'est pas possible. Mais en fait, dans la colonie de vacances, il y avait le contre-assureur en bas, et je descends, je dis, yo! Alors non seulement je sais faire du vélo, mais en plus je peux faire de l'escalade, qui est aux antipodes de mon corps, et en tout cas de ce que sur le papier. Ma mère m'a dit, à force de penser qu'on est handicapé, tu le seras. Wow, c'est à très force puissant. de penser que tu es le mal aimé, ou, etc., tu seras mal aimé. Donc, à force de croire que tu ne peux pas courir ou de ne pas faire l'escalade, ben, continue à pleurer sur ton sort, et effectivement, tu ne feras pas l'escalade. Et là, on va parler de la photographie. Vous allez voir en fait ce qu'il fait, c'est il prend justement l'âme des gens en un instant, parce qu'il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose dans tes photos, Philippe. Je trouve tes photos sont pas, il y a quelque chose vraiment quelque chose d'artistique. C'est ton univers, alors c'est un peu dark des fois. Ouais. Mais alors tu dis pas que la photo, ça a été aussi une thérapie? Ah si. Alors, il y a plein de choses qui sont liées justement avec l'escalade, et la photo, c'est la représentation de notre corps dans l'espace. Donc là, l'image,
c'est hyper violent. Moi, j'ai mis des années à comprendre que mon corps, c'était quand même cool, quoi. J'aurais pu modifier mes mains, j'aurais pu modifier mon strabisme, j'aurais pu modifier mon visage, mais pour qui? Ok. Donc dans l'image, c'est vrai que quand je me voyais marcher à 15-16 ans avec mes grosses lunettes, avec la coupe malheureuse à la Mireille Mathieu que j'avais eu droit, ou la coupe au bol, et je me voyais marcher, je me disais, hmm, je comprends pourquoi les gens me regardent chelou, quoi. Surtout les filles. Les filles, c'est le rapport à la femme, la naissance, etc. On y en viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, euh, l'image, je ne pouvais pas accepter mon image. Et quand je commençais à faire des interviews, des interviews papier, presse, etc., et audiovisuel, là, je commençais à me dire, ah ouais, je sais pas si moche que ça, hein. Donc il y a toujours un rapport, hein. Et pour que les gens comprennent que je ne suis pas devenu grimpeur professionnel du jour au lendemain, quoi. J'ai dû accepter mon image, accepter mon corps, de comment il fonctionne. Et aujourd'hui, c'est justement la photo artistique, la photo au noir et blanc, comme tu dis, dark et tout. Dans mon handicap, il y a quelque chose de dark, quelque chose qu'on n'a pas envie de recevoir. Si vous voulez, nous, le handicap, on est la réflexion du miroir qu'on ne veut pas devenir plus tard. Et moi, ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui, c'est de sublimer mon handicap, le considérer comme un arbre, une fleur, une sculpture, la musique, quelque chose qui n'est pas linéaire. Pourtant, on a un problème avec la différence. Qui sommes-nous pour être parfaits? On est qui? Ben, dans cet linéaire, on y pense de l'argent, des millions. Alors pourquoi pas considérer le handicap comme une source d'art? À partir du jour où je me suis mis cette idée dans la tête, ben, j'ai commencé à faire voir mes mains, commencé à faire voir mes cicatrices, faire voir mon visage qui est atypique, de me tenir un peu plus droit, d'être fier. Et surtout, ce qui me rassure, et ce pourquoi je fais ce genre de travail, ou en tout cas que je continue à faire des interviews, quand je reçois des messages on va dire, de valides, je mets des guillemets, qui me disent, mais moi j'ai pas de handicap, mais alors je me suis pris une double gifle, il faudrait que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, ou à l'inverse, une personne qui est en fauteuil roulant, qui a un handicap plus ou moins prononcé, me dit, toi, grâce à toi, je fais du sport, grâce à toi, je fais de la peinture, grâce à toi, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est bon, j'ai appris à aimer, à être aimé, à me considérer, et que euh, euh, pendant longtemps, je n'ai jamais voulu retrouver mes parents biologiques, par exemple. Ça n'a jamais été un leitmotiv dans ma vie de dire, je vais retrouver mes parents parce que je suis en déni avec mes parents adoptifs. Par contre, le jour où j'ai commencé à être un peu trop coquin avec les nanas, je me dis, tu pourrais reproduire l'histoire. De laisser un enfant quelque part et dire, putain, Antoine, on en a parlé tout à l'heure en off, quelqu'un qui se fait taper, il sera peut-être violent ou pas. Quelqu'un qui se fait violer, il sera ou pas. Moi, je voulais pas reproduire ce schéma et du coup, je voulais pas non plus en vouloir à ma mère biologique à vie éternelle. Tu es fautive, c'est toi qui m'as mis handicapé, c'est toi qui m'as rejeté. J'étais pas là avant, j'étais pas là pendant et je suis là après. Je suis pas là pour te faire un procès d'intention. J'essaie de pas faire aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Tu me portes de l'attention, soit par un sourire ou un regard ou juste un email, un like sur un réseau social, ça me crée forcément cet ego, mais c'est surtout cet ego quand tu as un enfant trisomique de 8 ans et qui tire le pantalon, monsieur, hey, moi un jour je serai comme toi. Là tu dis, voilà pourquoi je fais ça. Je parle de moi, je me mets à nu, je fais voir mes bras et je n'ai pas peur de me tromper. J'ai pas peur de m'engager, d'où l'escalade. Et là justement, je vais t'emmener dans un terrain que tu connais bien, parce que moi c'est une phrase tout le temps qui revient sur l'arrogance. Je sais que tu es en humilité. En réalité, l'humilité, elle ne se cultive pas, comme il disait Gandhi, hein, tu l'as ou tu l'as pas, c'est l'humilité en fait. Et souvent, tu parles justement l'inverse de l'humilité, tu parles beaucoup de l'arrogance et l'arrogance des gens en fait. Mais en fait, j'ai rencontré en 2006 un ami qui était dans le groupe FFF, Fédération Française de Funk, dans les années 90.
Les mecs, ils ont connu le succès, ils sont partout dans le monde et tout ça. Et on s'est rencontrés en Ardèche lors d'un enregistrement d'un album d'un pote. Et quand il m'a vu, je l'ai scotché, et il était là tout le temps autour de moi. Et il m'a posé la même chose qu'une personne lui avait posé, un livre à la face, Le principe unique de la philosophie et de la médecine de l'Extrême-Orient par Georges Ozawa. Grosso modo, ce n'est pas une Bible, c'est ni une baguette magique, mais il revient aux fondamentaux de la vie. Le plus, l'infini, le moins l'infini, l'origine, le yin, le yang, les racines, voilà. Donc, là, grosso modo, on peut guérir toutes les maladies du monde créées par l'homme, les cancers, les diabètes et tout ça, par la nourriture, respectant les origines et les saisons. Mais une seule chose qu'on ne peut pas guérir, c'est l'arrogance. Ça, si tu me dis arrête de manger du sucre, alors pourquoi on arrête de manger du sucre? Parce que, premièrement, ça donne des caries, deux, ça peut être diabète, et troisièmement, tu meurs. Bon, ça, t'expliques ça à un enfant, il le comprend, après il fait ses choix. Donc la seule maladie qu'on ne peut pas guérir est l'arrogance. Alors Philippe, voilà, alors là, ça va être le moment où tu vas parler à deux catégories de personnes. Si tu devais parler à des enfants sur la résilience, que dirais-tu? Écoute mon petit bonhomme, c'est ce que je viens de dire. Si tu as un rêve, essaie de mettre toutes les actions de ton côté pour y arriver. Laissez son intuition. L'intuition fait beaucoup de choses et ne jamais laisser un adulte te rabaisser. Donc les enfants sont les maîtres. Nous, on est des adultes qui avons... On est des centimètres. Quand on est devenu un adulte, on est devenu des prétentieux, on a mis des règles et tout ça, et et du coup, moi j'ai envie de te parler, mais peut-être qu'en fait, non, oui, moi j'ai l'avantage peut-être de croire innocemment que je peux parler à tout le monde comme je veux, tu vois. Donc la résilience pour les enfants, c'est à eux de la connaître. C'est cette phrase, voilà, t'as tout dit. La résilience pour les enfants, c'est à eux de la connaître. J'ai pas à leur dire en fait. Et pour les adultes? Ben, pour les adultes, la seule maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. L'idée, c'est que, encore une fois, qui sommes-nous, êtres humains, pour dicter ce que nous devons, qu'on est les meilleurs, les plus forts? Moi, personnellement, j'ai dû faire ma résilience aussi grâce à des gens inspirants. Des gens qui ont traversé des chemins similaires aux miens. Je me suis inspirée et je me suis dit, ah bah, tu vois, et du coup, ma résilience, je me dit, si lui, il l'a réussi, il est humain comme moi, s'il a traversé ce chemin-là pour arriver là, moi aussi. Donc moi, je pense aussi que les parcours, et c'est pour ça que de présenter les Kintsugi People, justement, voilà, comme toi qui fais ce premier numéro, de raconter cette histoire et la tienne, en fait, au moins de partager, je pense, le partage de parcours, en fait, et montrer, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, quelque chose de très puissant. Quand tu as dit, moi, je me mets à nu, je montre mes cicatrices et mes échecs. Et en fait, je pense que même en France, on n'est pas très là-dessus, en fait. On montre nos réussites, nos performances, mais on montre pas assez, justement, à ces jeunes. On a besoin de montrer à des jeunes que rien n'était facile et montrer ces échecs-là. Et justement, ces filures. Et encore plus pour argumenter, quand on va à l'école, on apprend nos histoires avec la petite couche de positif sur nos histoires. Et quand tu sais que nos parents ont construit notre France, ils viennent d'Algérie, du Maroc, qui ont dit la France. Bon, ça, c'est pas politique, mais en tout cas, c'est une réalité. La réalité de la France, c'est qu'elle est multiculturelle. Voilà, bien sûr. Mais je vais, pour encore argumenter, et là, je vais appuyer. Et c'est pas, je vais pas être méchant, c'est juste la réalité des choses, c'est aussi ça. Je vais te raconter mon histoire en 2005, je te la raconte très vite. On était en Grèce, sur une île, on avait besoin de scooters pour se balader. Personne ne voulait me louer un scooter. On a enfin dédié me filer un espèce de tricycle, ok? Bon, c'était un truc avec 3 roues, genre en karting, ok? Tiens-toi bien, accroche-toi, c'est parti, décollage. Donc on est chez mes potes, hop, on va pour aller grimper. Et là, j'ai plus de frein, j'ai pas de frein à la mobilette, là, au karting, ok? Tu l'as vu, Mission Impossible? Ben, mon véhicule, la roue a commencé à passer la falaise de 30 mètres de haut.
J'ai juste eu le temps de sauter du véhicule. Heureusement, j'avais pas mis ma ceinture pour Et faire le virage. Wow. Ouais. Et j'ai juste eu le temps de sauter pour m'attraper à la falaise. Et le véhicule est tombé par terre. Je suis défoncé. Merci l'escalade, rétablissement. Là, je suis choqué. Je suis putain. Ma copine, quoi, la connaissance, la copine appelle le loueur de scooter. Et le mec, il vient tout seul avec son camion. Et oh! Putain, il est cassé mon truc. Mon pote, tu vois, il a sauté de trucs. Et il est gratiné et tout. Et là, il lui dit, en fait, on voulait tuer Philippe. Comme ça. Pourquoi? Je te jure, ma copine était comme Ça ça. a pas de Alors sens. là, elle fait, non, sérieux. Mais pourquoi? Parce que, alors il faut connaître les légendes grecques, les mythes grecs, Héphaïstos. Héphaïstos était l'enfant de Héra. Héra, pour punir Zeus d'un adultère, lui fait un enfant dans le dos. Il est handicapé, boiteux. Il se fait jeter des cailloux par les gens du village. À la marre, Héra prend Héphaïstos, elle le jette à la mer avec un boulet dans la mer. Il est recueilli par les sirènes, il devient forgeron. Il construit un fauteuil avec des bras articulés et quiconque s'asserrait sera emprisonné en vie. Il remonte à la surface, il rencontre sa mère Héra, il dit « Maman, je vous donne ce fauteuil. » Enfermé, et là Héra elle supplie « Laisse-moi sortir, je voulais pas, j'avais honte parce que les gens du village... » et il lui laisse la liberté. Grosso modo, en Grèce, on n'aime pas les personnes handicapées. On n'aime pas les personnes handicapées. En tout cas, à mon époque, quand je suis arrivé à 2005 sur cette île, un être individuel. Bon. Incroyable. Le soir même, donc ma copine, elle est choquée. Elle vient me dire que le mec, il a voulu te tuer, qu'il a coupé les freins. Il était dans un village là-bas, il pensait que ça portait bonheur pour lui de tuer un handicapé. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc le mec, il a sciemment coupé les freins pour que je me crache et que je meure. Le soir même, je fais une conférence devant tous les gens du village, donc tous les restaurants là, et là, je fais ma conférence et tout, et là, il y a la femme du gars qui est venue en pleurs faire une accolade, elle me dit « Je suis obligé de me séparer de mon ami, je suis désolé pour vous, c'est ce qu'il a fait essayer de vous faire. » Mais elle vient de réaliser que son mari était arrogant. Parce qu'il croyait que les personnes handicapées, eh ben, il fallait pas. Donc c'est ça en fait, je réponds à plusieurs questions en même temps. La résilience, aujourd'hui on est dans un monde, quand on n'aime pas, on jette, on critique, on bafouille, etc. etc. C'est un peu comme vacciner, pas vacciner, masque, pas masque, des stigmatisations, ça fait un demi-siècle qu'on essaye de vivre ensemble, même 2021 ans qu'on essaye de tous vivre ensemble, et là d'un coup il y a un mec qui est capable de te tuer. Mais ça serait arrivé qu'une fois. Mais ça m'est arrivé 3 fois. Donc, la résilience, elle part aussi de ce truc-là. Puisque ce gars a voulu me tuer, mais t'imagines, le lendemain, après cette conférence, elle m'a fait un câlin, pendant une semaine, j'étais le roi du pétrole dans le village. Parce qu'ils ont compris que j'étais un grimpeur et que j'avais le sourire, malgré qu'un mec qui voulait me tuer. Quoi. Ah, c'est puissant. J'ai plutôt essayer de lui donner une deuxième chance et dire, bon allez, t'es pas que juste un trou de 1. Vas-y, maintenant, rachète-toi une conscience. Quoi. Voilà, c'est ça la vie, la résilience, c'est ça aussi. Alors Philippe, je vais te laisser ouvrir ça. Ah. Et il y a le million. Je voudrais que tu nous expliques ce que tu vois. Voilà. Alors, je vois ton avenir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un verre avec le logo Kintsugi. Non, pas du tout. Il n'y a pas de logo du tout. Là. En tout cas, il y a quelqu'un on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis ses lèvres et qui a mis du rouge à lèvres. Non, pas du tout. Il y a des empreintes. Non. Vas-y, il y a 2 mois. Donc là, tu vois bien un verre avec Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le kintsugi, c'est l'art de la résilience. C'est un mot qui vient du Japon, japonais. Kin qui veut dire or. Tsuki qui veut dire fissure. Donc c'est pour ça que quand j'expliquais que tu es un Kintsugi people, donc c'est vraiment l'art de la résilience. Je suis un fissuré quoi. Voilà, on est tous. Hein. Tous fissurés de la vie. Donc voilà, le verre à la base, voilà, il est fissuré, mais là aujourd'hui je le trouve beaucoup plus beau parce qu'il y a ces rayures d'or en fait. Et je pense que
le message, il est là, en fait. Je pense que tu es, je sais pas combien de carats. Il doit y avoir beaucoup de carats en toi, en fait. Et justement, plus tu brilles, et plus je pense, comme tu as dit, qu'on est beaucoup connectés, plus tu brilles, plus tu fais briller les autres, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur, en fait, de t'avoir invité ici, parce que voilà, tu as plein de pépites à nous offrir. Quand je dis pépites, c'est avec toute ton humilité, raconter juste tout simplement ton parcours. Et en tout cas, moi, je suis très, très, très fière de te connaître. Et pour une personne très, très inspirante. Et puis, tout simplement, un ami. Hein, parce qu'on on passe des fois à s'appeler et puis on raconte... on raconte un petit peu, on refait le monde. Donc, en tout cas, Philippe, vraiment, merci. Merci. Un rire nerveux en même temps. Hein. Je savais que cette première émission, elle va être top. Non, en tout cas, merci du fond du cœur, Philippe. Et puis, je te dis à bientôt. Et j'espère qu'on va grimper bientôt. Yes.